Et bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique, et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la course aux jouets sortie en décembre 1996 du réalisateur Brian Levent qui avait auparavant réalisé Beethoven que j'adore également. On retrouve aussi dans la production le duo Chris Columbus et Mark Radcliffe, connus pour une foulée de films cultes, comme les Goonies, les Gremlins, Madame Doubtfire, Ma meilleure ennemie, Maman j'ai raté l'avion et j'en passe, soit en tant que réalisateur, scénariste ou producteur. Et tout comme ces films, La course aux jouets est l'un de mes films d'enfance que j'ai dû voir des dizaines et des dizaines de fois, et que je continue de regarder chaque année et auquel je reste très attaché. Comment ne pas s'identifier à Jamie devant ses programmes préférés, jouant et incarnant ce qu'il voit? Je me souviens qu'on faisait exactement la même chose dans les cours de récréation, mais avec les dessins animés du club Dorothée. Beaucoup de nostalgie en le revoyant, avec des situations aussi folles que délirantes, totalement décalées et assumées, dans l'incohérence, la crédulité la plus pure, prenant justement un revers et en dénonçant tous les travers des films qui se prennent beaucoup trop au sérieux, ceux qui pensent avoir les bonnes valeurs ou étant politiquement corrects, que l'on retrouve dans la plupart des situations du film et dans le jeu des acteurs volontairement exagérés, avec un Arnold Schwarzenegger qui enchaînait les comédies à cette époque, mais aussi Sinbad, Phil Hartman, Jake Lloyd, Robert Conrad et Rita Wilson. Un film qui suit l'histoire d'un père de famille qui va tout faire pour obtenir le jouet désiré par son fils, le fameux Turboman. Mais de toute évidence, certains le trouveront assez nanardesque, ni captivant, ni hilarant, des personnages creux ou clichés, des gags qui tombent à l'eau, surjoués et finalement insupportables. Sans oublier tous les bons sentiments de ce genre de film, souvent dévalorisés par les foules, et ces situations qui favorisent une certaine image de l'Occident, un peu contradictoire et hypocrite, car à la fois ça dénonce un certain système, tout en favorisant l'utilisation de ce même système. Bien plus que des situations pour faire rire, c'est surtout une réalité que l'on met en scène. La folie des fêtes de Noël, cette course à la consommation, de trouver la gloire dans l'acquisition d'un objet fabriqué de toutes pièces. Pour un film de 96, il reste plutôt d'actualité, autant sur cette fièvre commerciale que dans l'effervescence de l'univers des super-héros. Alors ça reste une comédie dont l'intention est clairement de divertir, mais ça n'empêche pas qu'il m'a toujours interrogé, même étant petit, sur le rapport à la famille et à la fiction. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vais entrer davantage dans les détails du film, donc n'hésitez pas à revenir lorsque vous aurez eu l'opportunité de le voir. Nous avons une paire de pères, deux types de familles, de classes, de couleurs, qui représentent deux visages d'une même nation, d'un même système, d'une même personne, qui se confrontent chaque jour mais coexistent en même temps. L'un se construit pendant que l'autre se détruit, comme un jeu de miroir de l'envers du décor, des conséquences de nos actes. On a aussi cette opposition entre l'intellect, celui qui calcule tout en étant un peu fou, et l'autre qui est plus physique, primaire et naïf. Il y a cet équilibre des forces entre l'idéaliste et le pessimiste, avec l'un qui va se retrouver renouer avec les valeurs, et l'autre qui est victime de ses illusions, devenant le révélateur des insatisfactions et frustrations du système, de tout ce qui est camouflé et refoulé. L'on retrouve aussi, comme chez les super-héros, la notion de destinée, de coïncidence, où tous les personnages se retrouvent liés entre eux d'une façon ou d'une autre. Howard, la figure du bon citoyen, va créer son propre monstre, par l'ignorance, la déconsidération, le rejet. Lui qui possède tout n'a plus de temps à consacrer à son fils. Ou de son compère et complice Myron, qui d'une certaine façon devient l'expression de ce fils abandonné. Il a d'ailleurs été cet enfant par le passé. Il y a tout ce rapport sur la transmission d'une génération à l'autre, de père en fils et de fils qui à leur tour deviennent des pères, devant assumer et porter le rôle de la personne qu'ils ont soit admirée, soit détestée.
Autant on peut s'identifier à l'enfant qui désire le cadeau, autant on peut s'identifier à celui qui n'a jamais eu le cadeau désiré. J'aime beaucoup ce geste final de Jamie qui offre le jouet à son ennemi. Cela pourrait paraître cliché pour certains, car on le voit dans de nombreux films, mais précisons-le, ça n'en change en rien sa valeur. Et que si elle était appliquée plus souvent dans nos vies, ça changerait peut-être beaucoup de choses. Et il n'y aurait d'ailleurs certainement pas besoin de le rappeler autant dans les films. Howard n'a pas été capable de vaincre son rival. C'est aussi quelque chose que l'on retrouve dans l'univers des super-héros, l'échec du père, qui se fait racheter par la bravoure de son fils, qui s'offre ou offre ici à l'autre ce qui a été perdu. Il abandonne son propre désir pour l'offrir à son ennemi, se délaissant du synthétique pour embraser le symbolique. Autant la fin peut être vue comme le père qui devient le héros de son fils, que comme la réconciliation d'un père avec son fils. Mais c'est surtout la reconnexion avec l'enfant qu'il a été autrefois, une partie de lui-même qu'il réintègre en lui, faisant de ce processus le véritable miracle de Noël, la métaphore des pouvoirs que l'on attribue aux super-héros. Cette capacité à s'élever et s'accomplir à travers les méandres des apparences et du faux-semblant. Howard ne court pas après le jouet, mais après son fils, après le temps, après la valeur qui se dissimule derrière le jouet, l'objet. C'est presque un road movie à travers les coulisses de l'hypocrisie, ce jeu auquel tout le monde joue. Comme les faux Père Noël, les lutins, les fausses promesses ou mensonges à la radio. Et tout nous conduit à cette parade, représentation grandiloquente de cette immense mascarade. Mais attention, c'est en double sens, avec ce côté méta, car ce qui est en cause n'est pas les apparences ou l'emballage, mais bel et bien les gens qui les utilisent volontairement pour tromper les autres, se tromper eux-mêmes. Ce grand show n'est là que pour faire découvrir, ou plutôt réinvestir l'homme dans les valeurs, non pas pour détruire ou s'opposer à la société de consommation, mais pour redonner son sens d'origine aux décorations, aux costumes, aux paquets cadeaux, qui sont là pour embellir les choses, et non les camoufler, les étouffer. Comme on dit, ce n'est pas l'emballage qui compte, mais ce qu'il contient. Ou dans un langage cinématographique, ce n'est pas l'image qui compte, mais ce qui la nourrit, le chemin qui mène vers elle. C'est la traduction de l'imagination, de la fiction vers le réel. C'est l'un des messages de Noël, ou de nombreux films, qui nous invitent à rêver, à croire. Mais non pas en l'illusion, mais aux gens, qui œuvrent chaque jour pour être à la hauteur du rêve de l'enfance. Le masque, le costume, c'est tous ces combats que l'on mène chaque jour face aux apparences, à la consommation, qui est d'autant plus visible pendant les fêtes. À l'image de ces super-héros qui ne sont que le prolongement, l'extension des affres du quotidien. Et c'est leur rôle de sublimer les faits et gestes de chacun, qui nous paraissent si banals, si anodins, pour en redéfinir le sens véritable, l'importance du rôle de chacun. Le rêve serait ainsi la représentation des efforts collectifs de chacun. On pourrait prolonger ce concept par rapport à Schwarzy lui-même, qui montre par ses choix de vie qu'il n'est pas simplement un tas de muscles. Il possède aussi une éducation, une culture, des valeurs qu'il a pu montrer au cours de sa carrière en dehors du cinéma. Que ce soit dans les affaires, dans la politique, dans le sport, différentes causes ou encore l'enseignement. Professeur Schwarzenegger. Ça sonne plutôt classe, non? Il a clairement un sacré palmarès. Derrière son costume de cinéma, il y a un homme, avec un cœur, un esprit, des aspirations, des rêves, une vie amoureuse et familiale, tout un tas de choses au quotidien à gérer. Et comme beaucoup d'acteurs, il est bien plus qu'une simple image médiatique ou l'image que les gens se font de lui, se sont appropriés de lui. C'est exactement ce que représente la séquence finale de ce film où il va endosser le costume, bien musclé vous le remarquerez, de Turboman. Comme le camouflage, le super pouvoir que le cinéma a pu véhiculer de lui.
On peut aussi y voir une forme de catharsis par rapport à sa propre enfance et sa relation tumultueuse avec son père, qui ne l'aimait tout simplement pas. Un drame qui participera malgré lui au phénomène qu'il deviendra, grâce à sa propre volonté et son caractère à la fois rebelle et littéralement indomptable. Cette dualité entre Myron et Howard est alors deux aspects vécus de ce chêne autrichien. La déception et rancœur du jeune enfant à l'égard de son père et l'insatiable acharné du travail qui rêve de gloire et de richesse. Ayant de plus toujours eu peur d'une vie stable et posée, ce voyage introspectif lui permet de faire tomber les masques pour réconcilier ses différentes facettes, incarnant ainsi le héros du quotidien, le héros de ses proches, de ses enfants, étant déjà père à 3 reprises à cette époque. Et quelque part, c'est peut-être plus difficile encore que d'être un héros de cinéma. C'est tout l'enjeu du film de mélanger la réalité et la fiction, le jeu des rôles qu'on endosse chaque jour auprès des autres, au point de se perdre. C'est aussi une thématique méta amplement exploitée dans The Last Action Hero. D'ailleurs, on pourra remarquer qu'il a commencé les comédies plus ou moins au moment de devenir père pour la première fois. Derrière le cinéma et ses différents costumes, que sont les genres de films, se cachent des réalités sociales et culturelles. Tout comme pour les héros masqués, reflets de dysfonctionnements émotionnels et personnels. Les messages des films s'appliquent tout autant pour ceux qui le font, ceux qui jouent dedans ou encore ceux qui les regardent. Je finirai sur les musiques de David Newman qui sont vraiment pas mal et qui parfois sont à la fois héroïques et épiques, pouvant donner quelques moments de frisson. Voilà donc pour ce film. La course aux jouets est avant tout un bon petit film de Noël des années 90, agréable et plaisant, sans ambition ni prétention. Rempli de folie et d'énergie, véritable mascarade visuelle au sens divers et variés, qui, si on se laisse aller, nous plonge ou replonge dans une époque, une émotion particulière qui se réactive chaque fois que le film est lancé. Et c'est l'investissement de nos émotions qui embellissent les choses, les rendant précieuses et uniques. C'est aussi un film qui permet de confronter l'adulte à sa vision du monde, le prenant souvent beaucoup trop au sérieux, devenu incapable de voir ou d'apprécier les choses les plus simples. C'est ce que ce genre de film représente, une ode à la simplicité, qui dédramatise et tourne en dérision ce monde trop réaliste, hypocrite. Alors ne vous laissez pas consumer par la consommation, le côté dramatique et pessimiste de ces adultes que vous ne supportiez pas à une époque. Levez-vous et faites rejaillir le héros qui est en vous. Continuez à voir des films, quant à moi je vous dis à bientôt et que la magie de Noël soit avec vous.